Il y a aussi Volodymyr Zelensky qui en prend pour son grade, et on comprend que Donald Trump ne l'aime pas beaucoup, qu'il a dit des choses qui ont déplu à Donald Trump. Bref, c'est pas sûr que Trump revienne dans le camp occidental. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, dans le jeu du Je t'aime, moi non plus, auquel nous ont habitués Donald Trump et Vladimir Poutine, épisode 345. Hier soir, le président américain a déclaré sur son réseau social Truth Social « J'ai toujours eu de très bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine, mais quelque chose lui est arrivé, il est devenu complètement fou. » Comment expliquer ce changement de cap ? Écoutez, c'est un classique chez Trump dans sa relation avec Poutine. D'abord parce que vous avez deux êtres humains qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Trump est dans l'impulsivité, dans le tout de suite. Et derrière, vous avez un vieux crocodile qui est au pouvoir depuis l'an 2000, ça fait 25 ans, qui a vu et traversé toutes les épreuves et plein de choses avec son pays, et qui est habitué au temps long, en fait, et qui résonne dans le temps long. Alors on peut dire, oui, c'est un peu cliché, les Russes sont des grands joueurs d'échecs, il a toujours 3-4 coups d'avance, mais je crois que Poutine, c'est pas tellement les échecs auxquels il faudrait comparer sa stratégie, c'est plus le judo. Vous savez, c'est un judoka, il est ceinture noire, on l'a vu plusieurs fois sur des tatamis. C'est-à-dire de prendre la force de l'adversaire, d'essayer de le renverser. Et il fait assez souvent ça, en sachant que sur ce qui s'est passé avec Trump, il y a de part et d'autre la définition d'un nouvel ordre international. C'est-à-dire que Trump et Poutine ont décidé de se rapprocher, ont accepté de se rapprocher, et ça, ni l'un ni l'autre ne veut que ça cesse. Donc, il y a des coups de gueule, il y a des incompréhensions. L'impulsivité de Trump, malheureusement, est au centre du jeu. Et Trump, étant lui-même au centre de tout, n'arrive pas à comprendre globalement que Poutine et les Russes ne vont pas décider ce qu'ils font en Ukraine en fonction de lui. C'est ça. Je pense que la clé, elle est là, ce qui fait que ça génère des frustrations et que ça génère ce genre de remarques. Alors, évidemment, nous, Européens, observateurs du conflit, on se dit, tiens, ça y est, Trump est revenu dans le camp occidental, il a enfin compris que Poutine le menait en bateau, il va enfin armer l'Ukraine, et tout va recommencer comme avant globalement, à l'époque où les États-Unis avaient le lead dans cette guerre. Ils l'ont toujours d'ailleurs, mais on fait comme si l'Europe allait prendre l'avantage et allait se substituer aux États-Unis. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque si on regarde l'intégralité de la citation, il y a aussi Volodymyr Zelensky qui en prend pour son grade, et on comprend que Donald Trump ne l'aime pas beaucoup, qu'il a dit des choses qui ont déplu à Donald Trump. Bref, c'est pas sûr que Trump revienne dans le camp occidental. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir. Ce qui est très intéressant aussi avec Trump, c'est que dans le même temps, je crois que quelques heures avant ce communiqué, il a fait une déclaration expliquant que l'avancée des discussions avec l'Iran était... Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. These self-adjustable glasses are taking the world by storm. They let you... Very, very good. Et donc, sur un dossier, le dossier auquel on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un débouché, l'Ukraine, on s'était dit, comme il a dit qu'il allait régler le conflit en 24 heures, ça prendra un peu plus de temps, mais il va y arriver. Non, là, il bute sur une réalité, c'est-à-dire les Russes sont à l'offensive, les Russes sont en progression, les Russes arrivent à perforer la défense antiaérienne ukrainienne de façon significative. On sent des signes de faiblesse. Il y a eu 3 jours de frappe constante sur Kiev, et surtout dans la guerre des drones, grâce aux drones à fibre optique, ils ont pris l'avantage. Les Russes, aujourd'hui, grâce à ce type de drone, ont déjoué
la question du brouillage des drones, dans lequel les Ukrainiens excellaient jusqu'à présent. Et donc l'avantage qu'avaient les Ukrainiens dans cette arme, eh bien, est aujourd'hui contrebalancé par l'introduction massive par les Russes de ce type de drones d'attaque et qui sont en train de changer la donne de façon significative. Régis, des pourparlers, vous l'avez très justement dit, sont en cours entre Kiev et Moscou. Quels sont les premiers résultats tangibles de ces négociations ? Écoutez, c'est tout simplement l'échange massif de prisonniers. Mais je dirais que échanger les prisonniers, ça permet de dire on a fait quelque chose. Quand on sait qu'à côté, on a surtout, et je vous parlais vous faites une référence à Istanbul la semaine dernière, où en effet, depuis la première fois, depuis avril 2022, Russes et Ukrainiens se sont parlé face à face. Donc ça aboutit à ça, parce que le reste de la négociation, qui a duré très peu de temps, à peine 2 heures, ça a été de discuter, de négocier sur ce sur quoi on va négocier. Donc on est loin, du cessez-le-feu, on est loin de la paix, on est loin des conditions de la paix, mais on se dit il faut faire quelque chose, donc on fait cet échange qui a eu lieu ce week-end. Échange intéressant parce qu'il est massif, il n'y avait pas eu de dossier important depuis longtemps, mis prisonniers de chaque côté, et surtout, je vous dis, ça ne mange pas de pain. C'est aussi une pratique qui a été instaurée, qui a duré toute la guerre. Il y a toujours eu des échanges de prisonniers. Donc voilà, ça permet de dire on avance, on continue à discuter. Rendez-vous à la prochaine discussion. Et en attendant, la guerre continue. Puisque ce qui est assez important en ce moment, c'est qu'on voit que les Russes ont accéléré au niveau du grignotage du terrain. On n'est pas encore dans des conquêtes massives, mais il y a un certain nombre de poches à feu, comme on les appelle, qui sont en train de se constituer. Une avancée assez conséquente du côté de Konstantinovka et Pokrovsk, où là, vraiment, les Russes ont pris l'ascendant. Même du côté de Chazivyar, il y a des combats dans le centre-ville. Pourtant, avant, ils restaient en périphérie ou dans les quartiers, on va dire, dans les faubourgs. Là, actuellement, les Russes ont progressé. Ils ont progressé un peu partout sur la ligne de front, mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est Vovchansk, c'est-à-dire le nord de l'oblast de Kharkov, également soumis, où les Russes avancent, pourraient conquérir la ville de Soumy, justement. Pourquoi je mets l'accent sur ces deux grignotages de terrain ? Parce que cela pourrait servir à des échanges, on va dire, de territoires, notamment avec Kherson, notamment avec Zaporijjia. Vous savez, c'est 2 oblasts que les Russes ont annexés, mais dont ils ne contrôlent pas un tiers. C'est-à-dire il y a un tiers dans chacun des 2 oblasts qui échappe au contrôle des Russes. Donc on pourrait imaginer, s'il y a un règlement du conflit, que les Russes acceptent, on va dire que les Russes obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le contrôle des 4 oblasts, et que justement, ils se gardent, ils conquièrent ces bouts de territoire pour pouvoir les échanger. Régis, fin de semaine dernière, la diplomatie russe a indiqué travailler à un document exposant les conditions d'un accord durable pour régler le conflit, ce conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce document ? Écoutez, d'abord, ce document, on ne sait pas s'il a été transmis aux Ukrainiens. En tout cas, c'est Vladimir Poutine, qui est intéressant, qui l'a communiqué. Donc ça veut dire quand même que du côté russe, on réfléchit sérieusement à l'après. Mais dans le même temps, il y a des signaux contradictoires, puisque Vladimir Poutine a nommé Andrei Mordvichev, qui était le vainqueur de Mariupol, le vainqueur d'Avdiivka, et le responsable, justement, l'artisan de la poussée sur Pokrovsk. Un jeune, il a 49 ans, donc c'est la première fois qu'il y a un chef d'état-major de l'armée de terre aussi jeune. C'est assez significatif, et c'est un dur, et c'est surtout quelqu'un qui est très novateur au niveau du terrain, puisque c'est lui qui a, on va dire, innové dans la guerre anti-drone, ou justement dans la guerre des drones, en privilégiant les attaques non pas
massive avec une infanterie très visible et donc sujette aux frappes de drones, mais par petites unités, utilisant des motos, utilisant des quads, utilisant des pick-up, c'est-à-dire pour pouvoir arriver, mais de façon dispersée, de façon à ce que les drones ne puissent pas anéantir tout. Alors qu'avant, quand il y avait des blindés, c'était beaucoup plus facile de les neutraliser. Ça, c'est Mordvichev qui a fait ça sur le terrain, et Poutine le remercie quelque part et le place. C'est un général qui est un général d'offensive. C'est pas un général de paix. C'est pas quelqu'un qui a gagné ses galons, on va dire, dans les salons et à faire des ronds de jambes. C'est quelqu'un qui est du terrain. Ça, c'est plutôt un indicateur que la guerre va continuer, ou en tout cas qu'on met en place des militaires issus des combats et qui préparent aussi la guerre d'après. Là aussi, donc c'est un peu contradictoire entre ce projet de paix qui quand même intéresse les Russes. Il y a leur relation avec les Américains, même si elle connaît des hauts et des bas, mais elle existe. Et c'est une relation qui se fait, il faut le signifier, contre l'Europe, ou qui tente à exclure l'Europe des négociations. Et on le voit bien, à Istanbul, il n'y avait pas l'Europe. Il y a eu un sommet en Albanie un peu après. À chaque fois, c'est une sorte de sommet de rattrapage pour montrer « Coucou, on est là, ne nous oubliez pas ». C'était déjà le cas quand Volodymyr Zelensky avait été humilié à la Maison-Blanche par J.D. Vance et Donald Trump. Le lendemain, les Européens avaient fait un sommet à Londres en catimini pour dire, regardez, nous on propose, pour montrer qu'on est dans les négociations. En réalité, non, tout se fait, c'est l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, avec d'autres acteurs, les Turcs qui sont aussi importants, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est l'acteur diplomatique privilégié par les États-Unis, avec le sultanat d'Oman, mais le sultanat d'Oman, c'est pour la question de l'Iran. Donc, pour les États-Unis, c'est l'Arabie, et pour les Russes, c'est la Turquie, classique, avec les réunions à Istanbul, à Antalya, qui ont eu lieu tout au long de la guerre, en fait. Voilà. Régis, cette relation très particulière entre Moscou et Washington, on la traite très largement dans notre dernier magazine. Oui, tout à fait. C'est le titre de notre magazine. Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. C'est un constat qu'on fait. On essaye d'expliquer ce qui pourrait se passer et surtout de répondre à la question, l'Europe va-t-elle sortir de l'histoire ou au contraire, va-t-elle retrouver une singularité, une forme d'expression moins à la remorque des États-Unis de facto. C'est à l'Europe de s'organiser. Alors, c'est pas très très bien parti parce que les 27 ont quand même, sur la question ukrainienne uniquement, énormément de mal à parler d'une même voix entre ceux qui sont partisans d'intervenir, ceux qui ne veulent pas envoyer des troupes, ceux qui veulent continuer à envoyer des armes, ceux qui ne le veulent pas. Bref, ceux qui, on va dire, sont dans l'Union européenne, mais en même temps dont le Premier ministre Robert Fico assiste aux commémorations du 9 mai à Moscou. Voilà, donc on est dans une Europe qui est, on va dire, dissonante, qui a du mal à trouver une cohérence, mais en tout cas, le vrai rendez-vous de l'histoire, il va être là, il va être de savoir comment cette Europe va pouvoir s'unifier ou non, exister ou non, en sachant que aujourd'hui, dans les négociations, elle intervient très très peu, en fait. Magazine que vous pouvez retrouver dans tous vos kiosques. Merci Ouais, Régis. 5000 points de vente, voilà. Merci. Merci beaucoup Aïcha.